Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lauriane Ribas de Lofeu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Et pour aujourd'hui, je rajouterai Femmes d'eau et de coraux puisque Lauriane Ribas de Lofeu va nous emmener avec elle en plongée à la rencontre des coraux. Chercheur en post-doctorat à l'Institut océanographique de l'Université nationale de Taïwan, elle m'a accueillie dans son laboratoire pour une visite et un entretien dont nous allons écouter aujourd'hui la première partie. Et donc, j'avais commencé par lui demander de se présenter et de nous expliquer comment elle est arrivée à Taïwan. Je suis Lauriane Ribas de Lofeu. J'ai grandi dans le sud-ouest des Alpes, donc loin de la mer. Mais par contre, en fait, j'avais mon grand-père qui a travaillé dans les années 60 en Polynésie. Donc, on a grandi avec ma famille avec ces histoires de notre grand-père quand il allait plonger en Polynésie. À l'époque, on pouvait ramener plus facilement des coraux, des coquillages. Donc, en fait, on a grandi avec ce placard chez mes grands-parents qui était plein de coraux et de coquillages, où c'était toujours l'émerveillement, on n'en avait jamais vu, et donc c'était le seul endroit où on pouvait en voir pour nous. Donc en fait, j'ai un parcours plutôt centré sur l'écologie, et j'ai commencé mes études sur l'écologie montagnarde puisque je suis des Alpes, plutôt sur un aspect gestion des écosystèmes à l'échelle locale. Et quand j'ai voulu me lancer plutôt dans de la recherche, je me suis dit c'est l'occasion en fait de faire un stage à l'étranger pour voyager, me forcer à apprendre l'anglais, à pratiquer l'anglais, tout en apprenant des techniques scientifiques que je pourrais réutiliser pour mon travail. Et Taïwan, à l'époque et encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de programmes de stages d'été et ils nous donnent une bourse pour venir passer l'été ici, et on peut littéralement choisir le laboratoire dans lequel on veut travailler. Donc j'avais contacté à l'époque Academia Sinica, qui est le plus grand centre de recherche à Taïwan. J'avais contacté le centre de recherche à biodiversité en disant voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les interactions, les écosystèmes, et quelque part peu importe l'écosystème. Et j'ai eu de la chance, un laboratoire qui travaille sur les coraux m'a répondu, notamment à l'époque, Vianney Denis, il était postdoc dans ce laboratoire. Donc ce laboratoire m'a répondu en disant si les coraux ça vous intéresse, vous pouvez venir travailler cet été avec nous. Je n'avais jamais vu un coraux, je n'avais jamais plongé. Je leur ai dit est-ce que c'est un problème si j'y connais rien et si je ne plonge pas? Ils m'ont dit écoutez, on vous apprendra. Donc forcément, je saisis ma chance. On dit pas non à une opportunité d'aller découvrir les récifs. Surtout que voilà, j'avais dans le passé, en grandissant, toujours entendu les histoires de plongée de mon grand-père, et donc c'était pour moi l'occasion de voir ce qu'il avait vu. Donc j'ai sauté sur l'opportunité. Et en fait, à Taïwan, c'est vraiment varié. Les récifs ou les écosystèmes coralliens, on en trouve du nord au sud. Ils sont vraiment différents, et donc je me suis vraiment piquée de cette passion du sous-marin, et ce côté un peu génial de l'écologie et de la nature, je dirais en général, c'est qu'en fait il y a tout un tas de concepts qui en fait sont presque quelque part universels en fait. La manière dont les écosystèmes vont faire face à certains changements, à être capables d'y résister, ou s'ils n'y résistent pas de se rétablir, en fait ces mécanismes-là, en fait c'est assez génial en fait. Par exemple, on a le cas de figure d'un collègue ici qui a étudié les coraux à Orchid Island, et en fait dans son laboratoire il refaisait la même visite de terrain chaque année, et ils ont eu quelque part la chance de quand ils ont commencé, c'était peu de temps avant un gros typhon qui a tout embarqué. Donc quand ils sont revenus, il y avait plus rien. Et ils ont continué à revenir chaque année, et ils ont pu voir la recolonisation des espèces sur ce site-là, et donc de pouvoir analyser toute la dynamique de succession sur les récifs. Et au final, c'est quelque chose d'avoir pu observer ça, c'est quelque chose d'assez rare en marin, très rare ici. Et en fait, quand ils ont commencé à analyser les données, ils ont trouvé des systèmes. Ils ont dit il y a quelque chose qui se passe, c'est intéressant. Ils lisent en marin, ils lisent en récif, c'est pas décrit tout ça. Et en fait, en élargissant les recherches, en fait, ils ont regardé en écologie forestière. C'est des choses qui sont très connues, en fait, des successions, des mécanismes qui sont très connus.
mais qu'on a rarement eu l'occasion d'observer, de suivre sur plus de 10 ans en marin. Donc il y a ce côté assez génial en fait. Au final, notre capacité à visiter les fonds marins avec la plongée, tout ça, c'est assez récent par rapport à ce qu'on fait en forestier ou en terrestre. Donc quelque part, on a un peu du retard par rapport à l'écologie terrestre ou à l'étude des écosystèmes terrestres, mais au final, on bénéficie de tout ce qu'ils ont déjà découvert. C'est un peu le côté, moi je trouve génial en fait de l'environnement, de la nature en fait, de la biodiversité et des écosystèmes. C'est si différent et en même temps pareil. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir jeter un coup d'œil sous l'eau et vraiment j'ai voulu rester quoi. C'était les récifs. Et puis les récifs à Taïwan, c'est incroyable, c'est assez marrant. Souvent quand je rencontre des Taïwanais ou des gens ici et que je dis que je travaille sur récifs coralliens, ils sont à Taïwan, mais pourquoi Taïwan? Pourquoi t'es pas allé en Australie ou autre? Et je pense parfois encore les Taïwanais sous-estiment en fait la valeur de leurs récifs, de leur écosystème marin. Un peu comme je disais plus tôt, le fait que Taïwan soit si petit, mais son positionnement juste au nord du triangle d'or des coraux, donc Indonésie, Philippines, et mais au sud des zones tempérées, et l'enchaînement des îles des Philippines, Taïwan, archipel de Ryukyu jusqu'au Japon, combiné au courant chaud du Kuroshio, fait qu'on a vraiment un gradient environnemental et une connectivité entre ces zones qui fait la richesse de Taïwan. Et vraiment, Taïwan est à une position clé, centrale, et dans un contexte de changement climatique où les zones tropicales sont de moins en moins habitables pour les récifs coralliens et les zones tempérées de plus en plus habitables pour ces écosystèmes. Cette connexion peut être vraiment clé pour l'accessibilité en fait de certaines espèces à un refuge dans un contexte de changement climatique. Alors c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques années, c'est un processus très long, mais c'est un processus qu'on a vu dans le passé à d'autres époques où il y a eu des changements climatiques majeurs à l'échelle planétaire. Donc pour moi, vraiment, Taïwan, c'est là où il faut être. Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes à Taïwan, en tant que chercheuse donc à l'Institut d'océanographie de l'Université nationale de Taïwan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble votre travail au quotidien? Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre des saisons et ça va dépendre des projets en cours. Et donc, il y a la partie que tout le monde imagine et c'est la partie de terrain. Donc là, c'est une partie assez intense. On va collecter les échantillons, tout ce qu'on a besoin pour faire nos recherches. Donc, on est en milieu marin, donc c'est plus compliqué que en terrestre. Il faut pouvoir opérer de manière sécuritaire sous l'eau. D'autant plus qu'ici, on est une université. Donc, on a aussi un rôle d'éducation et de formation des étudiants. Donc, on emmène sur le terrain avec nous nos étudiants de master qui parfois, quand ils arrivent dans notre laboratoire, ils ont tout juste leur diplôme de plongée et quelques plongées à leur compteur. Au bout de quelques mois avec nous, ils vont avoir beaucoup de plongées. Pas de la plongée technique au sens plongée profonde, mais de la plongée scientifique où on emmène beaucoup d'équipements avec nous pour collecter tout un tas de choses. Et donc, c'est une partie qui est quand même très coûteuse. Donc, il faut qu'elle soit très bien organisée, qu'on l'optimise. Donc, on s'organise en équipe de manière à ce que quand on arrive sous l'eau, tout le monde sait ce qu'il doit collecter, on n'oublie rien et au cours d'une seule et même plongée, on va pouvoir collecter les données pour plusieurs projets en même temps, pour plusieurs étudiants et parfois on collabore avec d'autres équipes de manière à ce qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer sur le terrain et multiplier les coûts, mais vu qu'on est déjà sur place, on en profite pour ramasser ce dont ils ont besoin aussi. Donc il y a cet aspect de collaboration et d'organisation qui est très important. Donc la partie terrain, il faut vraiment bien la préparer avant pour vraiment qu'elle soit efficace et qu'on ait tout ce qu'on a besoin pour faire nos recherches. Donc souvent il y a un peu un côté pour une semaine sur le terrain qui est très intense, on va pouvoir collecter suffisamment de données qui vont nécessiter plusieurs mois, parfois même plusieurs années dans certains projets d'analyse sur les ordinateurs. Donc, on passe 10 à 20% de notre temps sur le terrain maximum, c'est 80-90%
au bureau, à analyser les données, à lire, à réfléchir, et puis à écrire après pour partager nos découvertes. Après, on est dans une université, donc il y a aussi un peu de supervision d'étudiants, où il faut transmettre ce qu'on sait faire, pour que, en fait, les étudiants deviennent nos futurs collaborateurs au final. Donc, il y a une partie transmission, supervision aussi. En fait, ça va dépendre des saisons, ça va dépendre des projets, parce que, parfois, la plongée ou le terrain, c'est pas toujours que l'été quand il fait beau. Parfois, on a besoin de données saisonnières, régulières, donc parfois, il faut y aller l'hiver. Donc, il faut choisir aussi des sites d'études qui nous permettent de plonger l'hiver de manière sécuritaire. Qu'est-ce qui peut nous mettre en danger quand on plonge? À quoi il faut réfléchir pour être en sécurité? Alors, déjà, il y a tout l'aspect plongée en lui-même, où en fait, avec la profondeur, lorsqu'on plonge, on utilise notre air plus rapidement, mais aussi on accumule du nitrogène dans le sang plus rapidement. Donc, il faut qu'on organise nos plongées de manière à ce que ce soit, d'un point de vue physiologique, safe pour nous. Mais il y a aussi, par exemple, en fait, à Taïwan, on a des environnements très contrastés, avec parfois des endroits avec une topographie très contrastée, où on va avoir du coup des changements dans les courants, ou des courants assez forts. Ça nous est arrivé sur certains sites à Chalutcheux, où en fait, soudainement, on va avoir une perte de visibilité. Et parfois, on se retrouve sur des sites où on voit pas le bout de notre bras. C'est un peu extrême, mais ça arrive. À l'île de la Tortue, il y a des soufrières sous-marines, ce qui fait qu'en fait, il y a de l'eau très chaude qui sort, mais une visibilité très faible et une acidité de l'eau très forte. Donc, c'est un peu un écosystème très particulier qui est très intéressant à étudier, mais des conditions de plongée très spéciales, avec une visibilité réduite, à des moments des températures soudainement plus chaudes. Voilà, on a un site, par exemple, à Kenting, qui est splendide, mais qui est très loin en mer. Il faut plus d'1 heure de bateau pour accéder au site, mais c'est un pic rocheux. Et en fait, ce pic rocheux fait qu'il y a des courants soudains. Et là, il y a eu des cas de plongée où les plongeurs se sont fait attraper par le courant et ils ont dérivé sur une grande distance, où il a fallu après que les gardes-côtes aillent les repêcher, littéralement. Donc ça, c'est des plongeurs récréatifs qui sont retrouvés dans cette cas de figure. Mais nous, du coup, en tant que plongeurs scientifiques, il faut qu'on anticipe, qu'on voit clairement quelle est la fenêtre où on va pouvoir plonger sur tel site de manière à récupérer nos données, parce que ce sont des sites qui sont très, très intéressants. Ce site à Kenting est splendide et il est éloigné de la côte, où en fait Kenting c'est un parc national, mais c'est aussi l'un des plus gros sites touristiques du pays, avec énormément d'hôtels et d'activités humaines, donc de pollution humaine. Mais ce site étant plus au loin, on voit une différence vraiment incroyable. C'est l'un de nos meilleurs sites d'études à Taïwan. Mais voilà, quand on y va avec des capitaines qui ont une connaissance du terrain, des courants, et qui vont être capables de dire, voilà, là, on a une fenêtre de travail. On y va avec des plongeurs plus expérimentés. Il y a vraiment des conditions parfois, et en plus des conditions changeantes. C'est le travail d'un plongeur scientifique d'être capable d'anticiper, de gérer et de s'adapter. Après, sur les récifs, il y a beaucoup d'organismes qui sont quand même très dangereux. Donc, il faut savoir plonger de manière à ne pas s'approcher ou à ne pas toucher ces organismes qui représentent un danger pour notre santé, en fait. Sous l'eau, on essaye de toucher le moins possible les choses, en fait, pour les protéger et pour aussi se protéger. Donc voilà, ces différents aspects. Puis ici à Taïwan, on a les typhons, par exemple. La semaine dernière, on avait des collègues qui travaillaient à Chalutcheux, qui avaient un certain nombre de plongées de données à collecter. Il y a eu l'annonce du typhon, et donc ils ont fini le terrain plus tôt, de manière à ne pas avoir à faire face aux conditions en mer qui se dégradaient. Mais parfois, on est obligé d'annuler tout simplement. On ne peut pas sortir en mer parce que les conditions en mer sont pas faisables. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode qui est accompagné d'une vidéo disponible sur la page internet qui accompagne cette émission et qui présente un peu aussi l'environnement de travail de Lauriane Ribas de Lofeu. La semaine prochaine, elle continuera à nous partager ses expériences et en particulier le résultat de ses études sur les zones marines protégées. Merci de votre écoute. C'était une émission présentée par Florian Dai pour RTI.